L'idéal commun des Congolais, c'est le retour de l'État, de la démocratie, de la dignité, voilà. Mais comment y parvenir? Parce que c'est ça la question. On ne pourra rien faire, Christian, sans que les Congolais ne soient intéressés et ne participent. On ne pourra jamais rien. On ne pourra jamais rien. Donc, je ne cesse de dire, de toute façon, Christian, prenons les plus récents. Ça s'est passé comment au Burkina Faso le 31 octobre 2014. Ce n'est pas les opposants burkinabés qui ont renversé, disons, Compaoré, le dictateur Compaoré. Ce n'est pas les opposants. C'est les Burkinabés qui se sont soulevés. C'est les Burkinabés qui se sont soulevés, mon cher Christian. Que les gens ne disent pas n'importe quoi. Quand je vois le discours des politiques, de ceux qu'on appelle l'opposition christienne, quand je vois quel est le discours qu'ils font, c'est le discours classique pour dire nous, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc, ouais, quand je dis que nous sommes dans un grand malentendu, c'est ça, Christian. Il faut tout mettre à plat. Donc, il ne faut pas tricher. Il faut tout mettre à plat. Moi, je considère, disons, les candidats qui viennent avec des programmes comme des escrocs. Vous m'excusez, hein, c'est ce que je pense depuis très longtemps. Voilà, c'est des escrocs. Ils viennent uniquement pour escroquer des gens. Les Voilà. escrocs Ils viennent. politiques. Voilà, oui, Christian, mais qu'est-ce qu'il vient dire là que les Congolais ne savent pas? Est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il faut de l'eau, qu'il faut effectivement des routes, qu'il faut des hôpitaux, qu'il faut que l'éducation soit. Est-ce qu'on ne sait pas, Christian? Voilà. Donc, moi, pour moi, c'est des marchands, disons, c'est ça. C'est Est-ce qu'il effectivement faut une intervention. attendre 2031 Mais encore? non, puisque c'est l'agenda de l'autre. C'est l'agenda de l'autre. Et c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut déconnecter de son agenda. Il faut déconnecter de son agenda. Un régime despotique, un régime criminel ne s'efface pas par les urnes. Jamais par les urnes. Voilà. Donc, ceux qui parlent d'une alternance démocratique sont totalement à côté de la plaque. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre sur R7 et bienvenue dans ce numéro de Droit de Savoir. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie du professeur Félix Bankoundampele, enseignant-chercheur, juriste et politologue, consultant, membre de l'Association française de droit constitutionnel, membre expert de l'Institut international de droit d'expression et d'inspiration française. Bonjour, professeur. Bonjour Christian Perrin, heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous sur R7. Alors, nous savons qu'ils mentent, ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, et pourtant, il persiste à mentir. C'est par cette citation d'Alexandre Solzhenitsyn, lauréat donc du prix Nobel de littérature, que vous débutez votre article en 2014 intitulé Présidentielle africaine, perpétuelle illusion constitutionnelle, dont la revue politique et parlementaire numéro double, donc 1071-1072. En 2021, vous publiez un autre article similaire intitulé Présidentielle congolaise de 2021, résultats et chiffres de tous les chocs, pleurs, rires et bêtises. Professeur, 12 ans après le premier article que j'ai mentionné et 5 ans après le second, peut-on considérer que vos articles demeurent d'actualité? Merci pour la question, Christian Perrin. Ben, je dois répondre tout de suite que c'est parfaitement d'actualité, à 100%. Et ça rejoint un paradigme que j'ai l'habitude de développer à propos de notre continent. Cher Christian, j'ai toujours l'habitude de dire que nous souffrons d'une pathologie en Afrique. C'est dans le fait que toute notre histoire continentale est inondée de drames, mais on n'en tire jamais les leçons. Jamais on en tire. Et là, sur la question spécifique de l'élection, sur la question spécifique du système politique en Afrique, sur la question politique de façon générale, c'est une superbe illustration.
négative, il faut le dire. Oui, je réponds tout de suite, absolument rien n'a changé pour ne pas dire que nous nous enfonçons un peu plus, effectivement, dans cet engrenage-là. Mais je pourrais développer après en illustrant. Alors, Oui, mais professeur, évidemment, pour ceux qui voudront évidemment jeter un coup d'œil sur ces articles, je rappelle d'ailleurs les titres. Le second, donc en 2021, très récent, j'allais dire récent encore il y a 5 ans de cela, c'est présidentielle, la congolaise de 2021. Résultats et chiffres de tous les chocs, pleurs, rires et bêtises. Alors, en 2014, j'ai aussi rappelé le titre, présidentielles africaines, perpétuelle illusion constitutionnelle. Est-ce qu'on peut revenir sur les similitudes au regard, bien sûr, ou à la lecture de la récente élection présidentielle au Congo-Brazzaville? disons ceci donc, mon cher Christian. Les similitudes, c'est quoi? Ça fait, Christian, on aime bien dire, principalement à propos des médecins ou de la médecine, si on se trompe de diagnostic, ce serait un miracle que l'antidote puisse effectivement réussir, parce qu'il y a un lien entre les deux. Si quelqu'un souffre, disons, d'un cancer et que vous lui donnez un médicament de paludisme, vous êtes totalement à côté de la plaque. C'est une évidence. Et dans le cas précis, c'est exactement ce qui se passe. Cher Christian, euh, vous l'avez signalé la dernière fois quand vous m'avez interviewé, disons le 16 janvier, le 16 janvier dernier. Je suis notre système politique, le fonctionnement de notre système politique depuis des décennies. En raison de ma formation, droit public, sciences politiques, c'est au cœur de l'État. Donc ça va faire bientôt 4 décennies que je suis de façon suffisamment régulière. Et quand effectivement il y a eu les événements de 97, dans mes premiers papiers, je disais que l'erreur que puissent commettre effectivement les analystes, les acteurs politiques, c'est de confondre le mode d'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir comme étant un mode normal. Parce que s'ils font cette lecture, ça veut dire qu'ils vont de temps en temps se présenter aux élections et se dire que, ben oui, effectivement, pour le pouvoir, on peut comprendre. Le pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir putschiste, le pouvoir despotique, c'est de dire que nous sommes dans un système normal. Et je voyais venir. Et certains observateurs, en fait, politiques, de la vie politique congolaise, soutiennent l'argument comme quoi la victoire militaire avait été transformée en victoire politique par les élections qui ont suivi. Bien entendu, c'est faux. Ce serait effectivement s'aligner sur la stratégie du pouvoir en place. Si Sassou Nguesso est arrivé par la force, c'est parce qu'il ne pouvait pas gagner par les urnes. Il n'a jamais gagné. Moi, je le dis depuis très longtemps, depuis le départ. Si Sassou Nguesso avait 10% de chances de gagner par les urnes, il n'aurait jamais tenté un coup d'État. Mais s'il a tenté, s'il a fait le coup d'État, s'il a utilisé autant de moyens, s'il a massacré autant, disons, de ses compatriotes, c'est parce qu'il savait que c'était la seule possibilité pour lui d'arriver au pouvoir. Et donc, quand il a conquis le pouvoir par les moyens que nous connaissons, c'est-à-dire de manière sauvage, eh bien, il a tout fait pour tenter de normaliser de telle sorte qu'effectivement, les gens fassent la lecture du jeu politique congolais comme on le ferait en France, comme on le ferait aux États-Unis, comme on le ferait partout dans le monde. Et auprès de ceux qui ne suivent pas de façon régulière. C'est pas pour rien que j'ai tenté de dire que je suis depuis très longtemps. Pour ceux qui ne suivent pas de façon régulière, eh bien, quand effectivement on dit élection, ils se disent l'élection, ils regardent en faisant effectivement la comparaison avec ce qui se passe ailleurs, ce qui est totalement faux. C'est pour ça que j'ai parlé effectivement du diagnostic à propos de la maladie. Si vous faites un mauvais diagnostic, eh bien, vous allez fournir effectivement, disons, une mauvaise thérapie, disons, aux malades. Et dans le cas du Congo, c'est ça. J'ai été surpris, bon, pas surpris, j'ai vu, disons, un de nos compatriotes, Maître Poiti, dire la même chose, disons, sur une chaîne concurrente, en disant, mais un instant, vous êtes à côté de la plaque dans la lecture que vous faites du système politique congolais. Il n'y a pas d'élection. Et c'est En fait, ça. professeur, vous êtes en train de dire que parler d'élection au Congo, au Brazzaville, c'est mal nommer les choses. Mal nommer les choses, c'est rajouter le malheur au monde, c'est ça, c'est jamais des élections, c'est tout autre chose. Il n'y a jamais eu d'élection au Congo depuis que ça soit arrivé.
Et celui qui le dit mieux, c'est lui-même. Christian, je répétais ça, c'est au moins 10 fois que je cite la même chose. Sassou Nguesso dit, vous me permettez de répéter, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi la Je dernière vous en fois. prie, oui. Voilà, pour qu'une élection soit égale pour tous, il faut que le président devienne citoyen candidat. C'est ça ce qu'il le dit. Donc, il dit clairement, je donne la référence, c'est dans le journal La Croix du 16 juin 1987, c'est-à-dire, donc, au moment où il vient, disons, en quelque sorte, de lancer la guerre, disons, de conquête du pouvoir. Il l'oppose donc effectivement à celui qui est là, qui est candidat élu. Donc, je dis toujours, personne n'a fait meilleur procès du système politique de Sassou Nguesso, personne n'a mieux théorisé l'élection que Sassou Nguesso. Il le dit clairement, donc la référence, je la donne pour ceux qui peuvent chercher à vérifier. Donc, il n'y a pas d'élection au Congo. Par contre, Sassou Nguesso et ses sbires ont compris depuis très longtemps que le monde n'est plus exactement celui qu'il a vécu lui. Parce que, faut toujours le rappeler, on peut se tromper, Christian. Depuis 98 à maintenant, ben, les jeunes qui étaient nés là ont aujourd'hui, disons, au moins 30 ans, sinon plus. Donc, ils peuvent ne pas comprendre. La seule expérience politique à Sassou Nguesso, c'est l'expérience monopartite. Donc, il ne peut pas sortir de ce cadre-là. La Et seule expérience qu'il pourtant, passe. il y a d'autres observateurs, évidemment, qui prennent un peu d'assaut les plateaux ces jours-ci, qui expliqueraient que le PCT gagnerait les élections parce qu'il serait bien implanté au Congo, pour ainsi dire. Et que, étant bien implanté, il a le monopole alors que les autres ne sont pas. Disons, à 100% faux. C'est à 100% faux. C'est faux parce qu'en 92, justement, il avait plus de monopole du territoire que tous les autres, disons, que tous les autres concurrents. Et pourtant, il avait été battu à plate couture, mon cher Christian. Battu à plate couture. Les autres partis venaient d'être créés, aucun parti n'avait 2 ans. Voilà. Donc, le PCT avait le quasi-monopole, disons, disons, du territoire, disons, dans son implantation, comme il dit, et pourtant, il avait été battu. Donc, je vais dire, j'expliquerai pourquoi, effectivement, ils le disent, pourquoi ils le répètent maintenant, mais revenons à la question première que vous avez posée, que je n'ai pas développée jusqu'au bout. Oui, sur les similitudes, bien sûr, de Voilà. vos articles. Donc, ce que Sassou Nguesso et ses sbires, disons, ont compris, c'est que il faut payer tout le prix du blanchiment, disons, du parti, disons, autocratique. Il faut payer le prix. C'est-à-dire, donc, payer le prix, c'est organiser des élections potiches. C'est ce qu'ils font. Voilà. Organiser des élections potiches, c'est-à-dire, donc, effectivement, il faut donner l'impression qu'il y a le multipartisme, il faut donner l'impression qu'effectivement, les autres se battent, effectivement, mais ben, le PCT est trop fort, ça serait très fort, il ne peut pas être battu. Donc, c'est des mises en scène que nous vivons. C'est des mises en scène que nous vivons. Il n'y a pas d'élection au Congo. Moi, je l'ai dit dès le départ. Et donc, tout ce que nous vivons là, ben, je vais dire, c'est du même au même. Et vous me permettez, cher Christian, de dire Je vous en pourquoi prie. effectivement ces élections potiches. Question. Dans l'histoire des démocraties, de façon universelle, c'est-à-dire dans le monde et dans le temps, est-ce qu'on peut donner un seul exemple d'un parti qui gagne, ou 5 élections, c'est-à-dire 5 présidentielles, 5 législatives donnent le même résultat? Parce que nous en sommes là aujourd'hui. Nous sommes à 5 législatives, 5 présidentielles, ça donne le même résultat. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans le cas, disons, de Sassou Nguesso, ben, si effectivement on regarde, disons, les 2 dernières présidentielles, eh ben, le résultat, c'est-à-dire les chiffres vont même croissant. Vont croissant. Et je dis toujours ceci, curieusement, l'évolution exponentielle, effectivement, des résultats en sa faveur va de pair avec la détérioration, disons, de la situation socio-économique du Congo. En fait, Donc, vous êtes en train de relever là un paradoxe, c'est-à-dire euh, c'est anachronique. plus évidemment sa gestion est chaotique, ben, les résultats de ces Augmente. prétendues élections augmentent. Et là, évidemment, logiquement, ça ne s'explique pas. C'est anachronique. Donc, du point de vue de l'analyse, du point de vue du bon sens, on peut croiser, disons, je vais dire, toutes les problématiques d'analyse, eh bien, c'est anachronique. Voyez. Autre chose, disons, Christian, comment peut-on expliquer que quand, effectivement, disons, un candidat a terrassé Sassou Nguesso, ben, il se retrouve, disons, en difficulté?
tous ceux qui ont terrassé électoralement Sassou Nguesso, disons, ont disparu, disons, de l'espace politique congolais. Je veux parler de Lissouba, en exil. Je veux parler de Kolela, en exil, qui ne rentre qu'effectivement dès qu'il accepte de se soumettre, disons, à Sassou Nguesso. Je veux parler de Paul Makaya. Je veux parler de Mokoko. Je veux parler de celui qui avait conquis le Okombi pouvoir. Salissa, et puis voilà. Parfait Donc, c'est Kolela ça. qui est décédé d'ailleurs en Voilà. 2021. Voilà. Donc, voilà, un système politique où effectivement tous ceux qui terrassent, disons, le dictateur se retrouvent dans des conditions. Ça, c'est un aspect. Autre aspect également qu'il faut signer, mon cher Christian, qui démontre qu'effectivement, nous ne sommes pas en démocratie, mais que le système fonctionne selon les caprices de Sassou Nguesso. Il n'y a pas un seul exemple dans le temps et dans l'espace d'un système politique qui s'octroie 9 textes constitutionnels. 9 textes constitutionnels. Les gens peuvent dire quel est le rapport. Le rapport, ça veut dire que parce que, faut-il le dire, un système politique, une démocratie, eh ben, s'apprécie par rapport à sa relative stabilité, c'est-à-dire sa constance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Mais dans le système politique de Sassou, en fait, depuis qu'il est là, nous sommes au 9e texte, sous sa houlette. Je dis bien sous sa houlette. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que chez Sassou Nguesso, dans sa vie politique, c'est à la Constitution, c'est au dispositif législatif et constitutionnel de s'adapter à ses caprices et non l'inverse. Or, la démocratie, c'est le fait que les lois, la Constitution, ben, s'appliquent à tout le monde. Dans la vie politique de Sassou Nguesso, c'est la Constitution, ce sont les lois qui doivent s'adapter à lui et non l'inverse. C'est tout à fait le contraire de l'état de droit. L'état de droit, ça veut dire qu'effectivement, il y a des normes qui sont définies et cela s'applique effectivement à tous les acteurs politiques, à tous les citoyens. Dans le cas de Sassou Nguesso, eh bien non. Lui, il a ce qu'il veut, il décide, et puis ben voilà, quand ce n'est pas le cas, eh ben c'est effectivement, disons, le texte, c'est la Constitution qui doit prendre la tangente et non lui. Oui. Et l'exemple le plus illustratif, c'est effectivement le changement de la Constitution, disons, en 2015. Il faut le dire. C'est cette constitution, disons, la précédente, celle du 20 janvier 2002, il l'avait effectivement, disons, adoptée pour, en quelque sorte, exclure, disons, ceux qui l'avaient battu en 92. Donc, il limite l'âge à 70 ans. Et quand, ben, c'est une vérité, hein, d'évidence que tous les collègues connaissent, et quand ça s'applique à lui, il dit non, 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 eh ben, dans l'intérêt de la vie politique du soldat Sassou Nguesso, eh ben, la conscience doit effectivement partir et puis s'adapter à son caprice. C'est le cadeau que lui ont fait effectivement les membres de l'indigne Cour constitutionnelle, disons, que nous connaissons. Voilà, donc ça c'est pour expliquer que effectivement, tout ce qu'on appelle élection au Congo, ben, ça n'a absolument rien à voir avec une élection, mais qu'il en a besoin effectivement pour la communication politique, pour dire aux imbéciles qui ne savent pas effectivement lire le système politique congolais que c'est également, disons, démocratie. Bon, ça pose quand même des problèmes psychologiques, cher Saturnin. Vous continuez à l'appeler par le soldat Sassou, je n'ai pas bien compris. Ben, pour 2 raisons. La première, c'est par rapport à ce que disent tout le monde, il faut sauver effectivement le soldat Ryan. Bon, c'est ça. Mais la deuxième, c'est aussi parce que c'est ce qui lui ressemble mieux. Voilà. Parce que ce que l'on dit, et on parlait des plus jeunes qui ne connaissent pas, parfois les gens oublient que Sassou Nguesso, c'est un soldat. Il n'est que ça. Et le reste, écoutez, ça n'a rien à voir avec un homme politique. Voilà. C'est déjà heureux qu'on dise déjà homme politique en ce qui le concerne. Parce que la réalité est bien plus grave. Mais pour son respect, pour ceux qui l'aiment, je préfère ne pas aller plus loin. Ben, c'est pour dire que, ben, effectivement, il n'a absolument rien à voir avec un acteur politique tel qu'on en trouve ailleurs. Donc, autant, effectivement, je disais pour rappeler, nous ne sommes pas dans un système où on doit lire, effectivement, la réalité politique à partir des élections. Nous ne sommes pas dans un système démocratique où, effectivement, on se dit, on va se... Non, non, non. On fait son jeu. On fait son jeu, c'est ce que l'on a fait jusque-là, et ben, on viendra effectivement à la lecture ou l'interrogation de savoir pourquoi les gens se présentent. Et là, c'est une très grande question. Voilà. Alors, professeur, je vais revenir sur évidemment votre article 2021. Je rappelle encore le titre, présidentielle congolaise de 2021, résultats et chiffres de tous les chocs
pleurs, rires et bêtises. Lorsqu'on essaie d'analyser les résultats actuels sur la récente élection présidentielle du 15 mars 2026, par rapport à cet article, qu'est-ce qu'on peut retenir? Tout à l'heure, je vous posais la question sur les similitudes. Est-ce qu'on peut interpréter cet article par rapport à ce qui vient de se passer maintenant là, puisque là, c'est un article qui date de 5 ans. Tout à fait. 5 ans après, est-ce qu'on a revécu les mêmes choses ou à quelques différences près? Absolument pas. C'est pour ça que je disais que c'est à 100%. C'est-à-dire en rétroagissant. C'est-à-dire donc, première élection entre guillemets de 2002 et 2021 qui venait d'avoir lieu. Parce qu'il y a une logique. C'est-à-dire, on prend toujours le cas, disons, d'un criminel, il y a quelque chose qui lui échappe. C'est-à-dire qu'il y a une méthode, il y a un conditionnement. Donc, il peut vouloir tricher, mais il y a quelque chose qu'on retrouve toujours. Et ce que j'avais constaté donc, en comparant effectivement, disons, les élections qu'il organise 2002 et à 2021, ben, on le retrouve là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il a remarqué depuis 2002 que les Congolais boudent les urnes. Les Congolais ne boudent pas par hasard, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas, vous me permettez l'expression, il n'y a pas match, qu'il n'y a pas d'élection digne de ce nom. Ne fût-ce que parce qu'ils ont déjà vécu l'expérience de 92. Et donc, quand ils se rendent compte que, ben, en fait, on les appelle pour aller valider, parce que c'est ce que fait Sassou Nguesso, ce n'est pas des élections qu'il organise, mais depuis qu'il s'est autoproclamé, effectivement, en 1997, c'est-à-dire le 25 octobre 1997, il ne fait que s'auto-valider. Donc, ce n'est pas des élections qu'il organise. Chaque fois, il va s'auto-valider. Et donc, il insulte, disons, ses compatriotes. Et il les prend pour des imbéciles, qui ne sont pas imbéciles, mais qui ont compris qu'on ne va pas vous faire ce plaisir-là. Et qu'est-ce qu'il fait chaque fois? Quand il y a un grand acteur, c'est-à-dire, prenons donc depuis qu'il est arrivé, on prend donc 2016, c'est-à-dire 2016, pour la première fois depuis qu'il est arrivé dans les conditions que nous connaissons, eh bien, il y a un candidat d'une certaine envergure, c'est le général Mokoko. Et donc, il n'a pas besoin, effectivement, de manipuler la participation, parce que, effectivement, avec un candidat ben, qui va mobiliser, ben, donc la participation sera là. Et qu'est-ce qui se passe? Ça permet de comprendre effectivement ce qui s'est passé. Comment donc ça s'est passé en 2002, 2009 où il n'y avait pas effectivement de candidat d'envergure? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il amplifie lui-même la participation. Et vous allez le voir. En 2002, tout le monde boude. Le seul candidat d'envergure qui se présentait, c'était, disons, M. Milongo. Il s'est retiré. Et que fait Sassou Nguesso? Sassou Nguesso fait effectivement ce que nous allons voir là. Le fait qu'il n'y a pas une candidature. Donc, quand il se présente, j'ai pris le chiffre. Donc, quand vous regardez effectivement en 2002, je regarde là, 74,70% de participation. 74,70% de participation. Comme pour, disons, 2000, c'est-à-dire donc cette année, l'AFP était sur place. Dans le cas de 2002, pratiquement toutes les organisations humanitaires avaient des représentations, des représentants sur place. Ils avaient fait un rapport que l'AFP a fait là pour dire que non, les Congolais ont boudé effectivement les urnes. Qu'est-ce qu'il fait? Sassou Nguesso augmente parce qu'il sait que, même s'il ne sait pas, mais ceux qui sont autour de lui disent que quand effectivement, disant, il y a des doutes effectivement sur la transparence d'une élection. Ce qui compte, c'est uniquement la participation. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent. Et donc, quand vous prenez 2002, participation, 74,70%. Quand vous prenez 2009, 66,40%. Quand vous prenez également là ben, c'est parce qu'il s'est rendu compte que, il s'est rendu 2026. compte que, voilà, et que, en tout cas, plus encore, disons, les Congolais, parce qu'effectivement, il y a eu une activité, c'est-à-dire il y a eu des partis politiques, il y a eu la diaspora, il y a eu, bon, bref, la société civile qui a demandé effectivement qu'on ne devait pas aller. Donc, en fait, chaque fois qu'on se rend compte que les Congolais, de façon magistrale, de façon très majoritaire, boudent les urnes, qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, il recourt effectivement, disons, à l'augmentation, à l'amplification de la participation. Et ce qu'il fait là, 84,99% de participation. Oui.
Donc, c'est exactement la même chose. C'est un mécanisme qui est comme tel. C'est-à-dire que quand il y a un grand candidat, il n'a pas besoin effectivement de manipuler la participation parce que effectivement, bon, ça c'est universel. Hein, quand Naturellement, il y aura beaucoup, il voilà, y aura une mobilisation. voilà. Donc, le compétiteur se charge de mobiliser, donc il n'a pas besoin de manipuler n'a pas besoin de manipuler effectivement la participation. Et quand il n'y a pas de compte d'envergure, eh bien effectivement, là il augmente et vous avez l'utilisation là, 84,99%. Je vais dire quelque chose, Christian, pour montrer à quel point effectivement c'est unique, à quel point c'est un choc, du moins pour ceux qui ne suivent pas, à quel point ça fait rire, à quel point, au lieu de réussir son plan, Sassou Nguesso et ses sbires ne réussissent qu'effectivement à se ridiculiser. Je vais l'expliquer. De façon unanime, c'est rare hein, en sciences sociales. En sciences sociales, c'est toujours la controverse, c'est toujours la doctrine. Mais il y a un point sur lequel tous les analystes, tous les observateurs, disons, s'accordent. C'est de dire qu'en Afrique, il y a eu deux moments où, effectivement, disons, les citoyens se sont mobilisés pour les urnes. Mm. C'était au lendemain des indépendances. Pour une raison évidente. Parce que, effectivement, pour la majorité des Africains, la mobilisation pour aller voter, c'était effectivement dire qu'ils étaient contents d'accéder à l'indépendance. Ouais, c'était même pas pour le candidat qui était là. Parce que quand on prend le cas du Congo, donc, si on prend le cas du Congo, c'est-à-dire il n'y avait qu'un candidat unique. Voilà. Donc, il va gagner à 97,53% et la participation était donc autour de 91-30%. Mais c'était en fait un mouvement lié, vous connaissez la chanson, hein, du panda, tout, voilà. Donc voilà, c'était une mobilisation liée à l'indépendance, c'est-à-dire le fait que nous étions nous également capables, disons, d'être des citoyens, donc de participer à la gestion du pays. C'est le premier moment. Le deuxième moment, vous vous en doutez, c'est au lendemain, disons, du fameux sommet de la Bonne. Fameux sommet de la Bonne. Et donc, on se dit, enfin, on retrouve encore la démocratie. Quand vous prenez les chiffres que donne Sassou Nguesso, la participation, la participation donnée, là, c'est-à-dire de 84, oui. 84,99% est supérieure, disons, à celle de 92, sans qu'il y ait un enjeu. Sans qu'il y ait un enjeu. Mais Tout ce vous qui... dites sans qu'il y ait un enjeu, alors qu'il y a eu évidemment quelques candidats, même si c'est des petits candidats, il y en a eu quand même, je crois, six qui étaient en face de lui. Est-ce que ça ne peut pas se justifier à ce niveau-là? Ben, écoutez, on peut dire, on peut l'expliquer. C'est important la question que vous posez. Parce que pour les plus jeunes qui, à ce moment-là, ben, étaient tout jeunes ou n'étaient pas nés, ben, ils ne peuvent pas comprendre. En 92, on disait que c'était l'effervescence, mais ce n'était pas propre au Congo. On peut le dire, disons, du Bénin. On peut le Oui. dire, disons, du Cameroun. C'est là où, quand les Camerounais parlent, ils disent que non, il y a eu effectivement, disons, manipulation manifeste au Cameroun. Dans tous les pays, c'est-à-dire au lendemain, dans tous les pays francophones, au lendemain, effectivement, disons, des conférences nationales, au lendemain du sommet de la Baule, il y a eu une effervescence sans précédent. Sans précédent. Parce que effectivement, les gens observaient, parce que dans le cas, effectivement, disons, des relations entre la France et l'Afrique, les autorités françaises avaient envoyé, effectivement, disons, des observateurs pour regarder. Dans le cas du Congo, je dois vous dire une chose que ne connaissent que certains initiés. Sassou Nguesso s'apprêtait, effectivement, disons, à arrêter la conférence nationale. Mais le président Mitterrand lui envoyait un émissaire pour dire gare à vous si vous tentez d'arrêter le processus démocratique. Vous voyez ce qui s'est passé au Mali, c'est-à-dire avec Moussa Traoré. Voilà. Donc, pour ceux qui observent sur un long temps, qu'est-ce qui peut expliquer? Parce qu'il y avait des costauds, des éléphants, qu'ils ont mal terminé. Ils ont mal terminé. Et que cette effervescence-là soit, disons, banale par rapport, disons, à celle, disons, de 2026. Là. Ça explique tout, mais il y a un autre élément qui peut permettre d'expliquer. Nous avons parlé du conditionnement. Nous avons parlé effectivement des éléments qui se reproduisent dans le système politique congolais. Mhm. Et on sait que généralement, quand effectivement il y a des candidats dignes de ce nom, ils terminent mal. Alors si les compétiteurs de Sassou Nguesso tournent tranquillement
eh ben, ils peuvent même faire des déclarations, ils peuvent parler. Ça veut dire qu'ils ne les prennent pas au sérieux. Donc, c'est ça. Donc, voilà la réponse Est-ce à que donc dit. c'est le seul indicateur? Et peut-être que la situation aussi a changé, comme qui dirait, la géopolitique a changé, tout ça, ça pouvait faire que, bah, dorénavant, même s'il peut faire mal à ses vrais concurrents, je dis bien vrais concurrents, vous avez compris, il va quand même réfléchir à plus de deux fois. En raison effectivement de sa La psychologie conjoncture personnelle, actuelle, oui. je pense pas qu'il puisse changer. Je pense pas qu'il puisse changer. Dans 5 ans, on en reparlera. Moi, avec M. Sassou Nguesso, je parle toujours en termes de pathologie. Cher Christian, Sassou Nguesso ne peut pas vivre sans le pouvoir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il ne peut pas vivre sans le pouvoir, c'est-à-dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Il ne peut pas vivre sans le pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne laissera jamais le pouvoir. Pas pour la raison qu'invoquent souvent les gens, qui n'est pas fausse, mais celle-là, elle est en quelque sorte, disons, je dirais périphérique. C'est-à-dire le fait que ben, pour avoir tué massivement, il court le risque de la justice. Oui, peut-être, mais ce n'est pas ça le plus essentiel. Sassou Nguesso prend du plaisir à faire mal. Sassou Nguesso prend du plaisir, disons, à humilier. Sassou Nguesso prend du plaisir à dominer. Et donc, de son vivant, rien qu'imaginer qu'il va être quelque part et ne pas faire souffrir les gens, c'est-à-dire donc les opposants, disons les hommes politiques. Ah non, ça passe pas chez lui. C'est un état psychologique qui est comme tel. Sassou Nguesso prend du plaisir à dominer, à humilier, à faire mal. Parce que ça lui permet effectivement d'avoir des gens qui viennent le dorloter, qui viennent effectivement demander ses services. C'est ça la raison pour laquelle, effectivement, même en 2031, il trouvera, disons, une petite arnaque. Du genre, bon, puisqu'on est à l'heure des arnaques, vous voyez ce qui s'est passé au Togo, Fort Eyadema qui dit qu'il n'est plus président, il est seulement président du Conseil des ministres, mais un président qui n'a pas de compétences, ben, voilà, c'est ça. Ou un peu comme le fait, effectivement, disons, le président Talon, ben non, je respecte les 2 mandats, ben je m'en vais, mais ben, il y a un Sénat qui essaie de parrainer tout cela. Parce que Sassou Nguesso a besoin du pouvoir pour effectivement vivre. Enfin, chez lui, ça veut dire, pour exister, il faut avoir le pouvoir. S'il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de raison d'existence et ses jours seraient comptés. Ses Et jours seraient d'ailleurs, comptés. il a même assimilé la perte du pouvoir comme une traversée du désert, hein, c'est ce qu'il a toujours expliqué. Et vous disiez tout à l'heure qu'il prend du plaisir à humilier, à faire mal. En fait, il tire, comme qui dirait, il prend plaisir au malheur des Congolais. Et il aime bien les voir s'humilier devant lui. Et c'est ce qui explique, parce que dernièrement, je suivais là, sur la toile, l'image existe encore, où on a rassemblé un certain nombre de prise où des ministres viennent se mettre à genoux devant lui, femmes, hommes, tout le monde qui arrive pendant que lui il est assis. Il faut que l'autre reste voilà, dans une posture, mais vraiment d'humiliation totale. Et vous disiez que c'est ce qui le caractérise et ce qui fait qu'il ne peut pas vivre sans pouvoir parce qu'à ce moment-là, plus personne n'ira se mettre, comme qui dirait, se courber devant lui, c'est ça. C'est bel et bien cela. Je vais expliquer, Christian, pour que les gens comprennent. S'ils veulent comprendre, ils comprendront. Vous savez, c'est des hypothèses, c'est des analyses que je faisais sur sa psychologie. Et la dernière, c'est-à-dire il y a 5 ans, quand on m'avait interviewé pour la première fois, disant sur, c'était intitulé, disons, le Congo, disons, un empire qui ne dit pas son nom. J'ai expliqué que ne faut pas se perdre sur l'analyse de la Constitution. Non, non, non. La question de M. Sassou Nguesso est essentiellement psychologique. Eh bien, nous étions en 2021, pratiquement au même mois. Et quand il a été interviewé par André Berkoff, un journaliste français, disons, voilà, un journaliste français, donc il était interviewé, il était allé au Congo et tout. J'avais fait un petit papier d'ailleurs là-dessus. Et quand effectivement André Berkoff le présente, l'émission vous le ferez passer effectivement pour que les gens puissent se refaire eux-mêmes. Et quand effectivement André Berkoff le présente, il dit, ben, aujourd'hui général devant vous. Je me suis dit, ben voilà,
Il décrit la situation qui était la sienne quand il était enfant. C'est-à-dire, Sassou Nguesso a passé une enfance qui était douloureuse, une enfance qui était misérable, une enfance qui était faite de frustration. Et donc, ça marque tout individu de l'enfance. Vous connaissez la phrase, disons, de cette femme, disons, écrivaine, disons, française, Marguerite Duras, qui dit ceci: il reste toujours quelque chose de l'enfance. C'est sa phrase. Il reste toujours quelque chose. C'est-à-dire que c'est ce qu'on ne peut pas effacer. Et Sassou Nguesso est marqué par ça. Il ne voit le monde que de façon bipolaire, c'est-à-dire ceux qui sont en haut et puis ceux qui sont en bas. Et toute sa vie, il s'est battu pour passer de l'autre côté. Donc, il ne voit pas, parce que Christian, quand on est bien éduqué, et quand, je veux dire, on est, entre guillemets, normal, c'est-à-dire que on souffre de voir les gens souffrir. On ne souffre pas soi-même, mais quand on voit les autres souffrir, on souffre. Et donc, on se bat pour tenter de sortir les autres, disons, de cet environnement misérable. Par contre, quand vous avez vécu la misère, quand vous avez vécu des douleurs, vous avez tendance à les reproduire. Oui. Vous voulez Et voir quand les autres aussi souffrir, voilà, c'est ça le problème. c'est-à-dire de dire, ben, maintenant c'est votre tour, vous souffrez, et ben, lui, il dit, bon, moi, je suis maintenant auprès, disons, du côté, de l'autre côté. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est dans sa psychologie, c'est dans sa nature. Pour lui, quand il voit effectivement les gens qui souffrent, qui sont dans le cercle, il dit, ah, c'est vous qui êtes maintenant là, moi, je suis de l'autre côté. Si vous prenez cette problématique-là, ce paradigme-là, vous comprenez son fonctionnement. Donc, il ne peut voir le monde comme tel. Quand les gens se disent, non, 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 Sassou Nguesso se dit, le monde est fait comme tel, il y a ceux qui sont donc effectivement en haut, il y a ceux qui sont en bas. Moi, aujourd'hui, je suis en haut, vous devez rester en bas. Sinon, Christian, si ce n'était pas cela, je ne cesse de dire, 6 millions d'habitants. En excès, nous ne sommes pas 6 millions d'habitants. Je prends tout le chiffre officiel pour ne pas discuter. Nous sommes bien moins que ça. Le Congo a des moyens pour effectivement permettre à tous ses citoyens de vivre de façon, je vais dire, relativement satisfaisante. Oui. Mais ça, pour lui, ce serait briser l'équation de sa vie. Il ne peut même pas la briser puisque c'est en lui. Oui. Donc, cette Et phrase de pardon, Marguerite. lorsque vous rappelez ça, vous dites ça, ça me rappelle un peu les propos d'un de ses conseillers, pas les moindres non plus, je ne sais pas si vous le connaissez, Yves Olivier, qui vivrait en Afrique du Sud, hein, c'est son conseiller de l'ombre, qui, une fois, on l'a interviewé, il disait non, nous sommes du côté des vainqueurs, on ne se mélange pas avec les vaincus, nous sommes de ceux qui sont de la haute classe. Donc. Et quand je l'ai entendu, après, j'ai commencé à réfléchir, je dis, mais si Sassou Nguesso a un monsieur comme celui-là, comme conseiller, Conseiller. c'est sûr et certain, c'est ce qu'il... Parce qu'après, il disait même, le pouvoir ne se partage pas. Voilà. Quand on est au pouvoir, on le garde jusqu'à la fin et puis on ne lâche pas. C'est lui qui le dit. Mais ça. Et donc, quand vous êtes en train de dire ça, ça me rappelle un peu ce monsieur. Voilà, c'est aussi un vendeur. Voilà. Bon, je ne vais pas entrer dans les C'est déjà détails, oui, mais Olivier ceux qui Dupont, connaissent, dans les voilà. c'était également le même qui était proche, disons, de l'ancien opposant angolais. Donc, bon, c'est Un comme ça, marchand lui. d'armes, oui, il est, voilà. Mais professeur Félix Bakundampele, je reviens sur évidemment vos articles et tout à l'heure nous parlions des similitudes. Bon, après, nous sommes arrivés au niveau où vous disiez que Denis Sassou Nguesso n'a pas d'état d'âme, je vais dire ça comme ça. Je peux résumer ça comme ça, il n'a pas d'état d'âme. La preuve, c'est que son homme de main, Serge Boa, aime à le rappeler, sans état d'âme, ils peuvent tuer sans état d'âme. Et la preuve, c'est que Denis Sassou Nguesso a même ordonné des tueries. Son procès. Je crois qu'il faut avoir un petit souci mental, mais c'est pas ce que je veux dire. Et tout à l'heure, vous disiez que il a connu une enfance Misérable. difficile, s'il faut le dire comme ça. Mais est-ce qu'on peut penser qu'il a aussi développé une instabilité mentale, ce niveau-là, à prendre plaisir jusqu'à ce niveau-là, parce que lorsque j'entends ou j'observe un chef d'État en tant que tel qui donne un ordre de tuer des jeunes, pas n'importe qui, des jeunes civils, non armés,
qu'on n'a pas pris en flagrant délit, mais il faut les tuer sans procès. Je crois que je ne sais pas s'il y a encore des gens qui continuent à penser que c'est normal. Et donc, voilà pourquoi moi je vous posais la question, est-ce qu'il n'a pas finalement développé une certaine instabilité mentale dans sa vie? J'y réponds, Christian. Vous savez même ce qu'il a vécu, ce qu'il raconte lui-même chez Berkoff, l'état de misère dans lequel il est né et il a passé son enfance. Il y en a qui pouvaient faire le contraire, ou qui ont fait le contraire. Mais ça procède, disons, d'une forme comment je pourrais le dire, d'une forme, disons, de résilience. C'est-à-dire qu'on fait son introspection. Quand on fait son introspection, on arrive à dominer ce qu'on est censé, ce qu'on risque de reproduire. Oui. Donc, il n'y a pas un conditionnement, disons, unique, c'est-à-dire absolu. Voilà. C'est-à-dire que de la même façon que, disons, quelqu'un qui a, en quelque sorte, disons, commis, disons, poser des actes graves dans sa vie peut s'auto-soigner, je vous permettez l'expression. Voilà. L'individu qui est né, disons, dans des conditions misérables peut également ne pas chercher à reproduire ce que fait, sauf que lui, il ne fait pas son introspection. Hein, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'explique dans le papier, disons, de 2021, présidentiel congolais de 2021, j'essaie de faire son portrait psychologique. Chez M. Sassou Nguesso, c'est la fragilité. En fait, c'est ça qu'il cache. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas effectivement à se dire, bon voilà, non, il ne fait pas ce point-là intérieur. Et puis, il ne le fait pas, et bien donc, en fait, c'est un individu très fragile, un individu complexé, un individu frustré, pardon, et bien donc, c'est ça. Donc, pour tenter, disons, de maquiller tout cela, ben, il essaie de démontrer que, ben oui, c'est l'autorité. Non. Vous savez, moi, ça m'a fait mal de voir certains compatriotes qui passent dans des chaînes voisines, des chaînes internationales, enfin africaines, en train d'expliquer que non, ben, les Congolais sont avec lui, ils sont contents parce qu'il a assuré la paix. Ça me fait toujours mal de voir des gens parler des choses qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne connaissent pas. Tout peuple dans le monde entier, dans l'histoire, veut la paix. Donc, il ne faut pas confondre le besoin de paix des Congolais, le besoin d'ordre des Congolais avec les crimes que commet Sassou Nguesso. C'est vraiment, moi je dis, je me pose la question, est-ce qu'ils sont dans le jeu de Sassou Nguesso ou bien, disons, ils n'y comprennent rien. Les Congolais ne sont pas différents d'autres peuples. Donc, les Congolais étaient contents, effectivement, de retrouver un peu de... Mais ce n'était pas au prix des crimes de Sassou Nguesso. Vous voyez donc les mauvais commentaires, les analyses que font les gens. Que les Congolais soient contents de retrouver, effectivement, disons, un peu d'ordre, un peu de sécurité, c'est tout à fait normal. Mais dire qu'à part de là, les Congolais sont en train, disons, d'acclamer Sassou Nguesso pour les crimes qu'il venait de commettre, je dis là, il y a un problème. Et par ailleurs, je dis ceci, puisque Sassou Nguesso aime tout se targuer d'être l'homme de paix, on ne dit jamais la vérité là aussi. Quel est l'événement grave qui est au Congo depuis au moins 4 décennies dans lequel Sassou Nguesso n'était pas partenaire? Il n'y en a pas. Sassou Nguesso a été toujours partie prenante de toutes les situations graves, gravissimes que nous avons connues dans ce pays. Donc il ne peut pas se targuer d'être l'homme de paix. Évidemment, Non. professeur, lorsque vous parlez de son état psychologique, cela interpelle. Bon, ceux qui connaissent évidemment Denis Sassou Nguesso, il y a certains faits qu'on peut rappeler ici, puisque c'est vérifiable, hein, des preuves existent. Vous voyez que lorsqu'après le coup d'État contre le commandant Marien Ngouabi, qui a été exécuté en plein 14 heures d'ailleurs, égorgé, un président en fonction, après on apprend que finalement, Denis Sassou Nguesso va faire un enfant avec l'épouse de ce voilà malheureux président qui venait d'être assassiné. Alors, je rappelle parce que je n'ai pas compris. Après, bon, tout ça, on va me dire que c'est la vie privée, mais c'est un homme d'État, c'est normal qu'on s'intéresse à sa vie aussi. Et c'est le fait qu'il vienne s'afficher en public, devant caméra, avec la fille qu'il a mise au monde avec l'épouse de Denis Sassou Nguesso. Donc tout le monde sait que c'est lui, si ce n'est pas lui qui a donné la mort, mais au moins qui a organisé cet assassinat. Donc il s'affiche avec cette demoiselle née de lui et de Céline Ngouabi.
Le carnet rose de ce journal magazine, Dominique et Roger ont scellé leur destin pour la vie, ceux en présence de leurs parents respectifs, parmi lesquels le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. La cérémonie a eu lieu à Kintele. Reportage signé Roch Kiamba. Roger et Dominique, qui vivent en communauté depuis près de 30 ans, ont décidé de sceller leur destin pour le meilleur et pour le pire dans cet univers de Dieu le Père, devant un parterre d'illustres hôtes, dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, père de la mariée. Dominique, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Roger, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. À cette occasion, une messe de bénédiction nuptiale a été dite à Kintele, au Centre international de conférences dans la partie nord de Brazzaville. Exhortant le peuple de Dieu sur l'évangile du jour, le prélat catholique a centré son message sur l'accomplissement de la loi divine qui dit, je cite, « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. » Est-ce que c'est ce que vous étiez en train d'expliquer? Quelqu'un qui prend plaisir au mal, c'est-à-dire humilier les autres? Parce que là, je disais à quelqu'un, mais là, il venait de tuer pour la deuxième fois Mariam Ngouabi. Est-ce que ça entre dans cette logique-là? C'est-à-dire de voir souffrir les autres, les humilier au plus... C'est-à-dire, pour lui, les autres doivent souffrir, quoi. Cher Christian, ça fait plus de 4 décennies. Ça va bientôt faire 5 décennies que j'observe Sassou Nguesso. Je l'observe à partir des actes que nous voyons tous, puisque je ne suis pas un de ses proches. J'ai plusieurs collègues, plusieurs amis qui sont ses proches, mais je n'ai jamais vu Sassou Nguesso même à 3 mètres. Mais j'observe. Quand Sassou Nguesso arrive au pouvoir en 77, je suis en seconde. En 79, je suis en terminale. C'est l'année de mon bac. Sur la question que vous venez de soulever sur voilà, ces turifères diront que c'est par générosité, que c'était effectivement pour mieux soutenir les enfants de Sassou Nguesso, ou que non, ben oui, c'est pas son enfant biologiquement. Voilà, on peut multiplier les Non, mais là, on hypothèses. parle de son enfant biologique. Hein. Je sais, Voilà. Christian, mais je dis, ces turifères diront ce qu'ils veulent. Oui. Mais, Christian, il y a une affaire de morale. Prenons l'hypothèse où c'est même, disons, c'est-à-dire l'hypothèse réelle que c'est sa fille biologique. Mais il n'était pas obligé de s'afficher. Il n'était pas obligé de s'afficher. Dans nos sociétés, je connais beaucoup de personnes qui ont des enfants biologiques avec effectivement les femmes d'autrui, mais qui, par morale, par respect, par éducation, se disent, bon, je peux l'entretenir de façon indirecte, mais je ne suis pas obligé de m'afficher, mais il s'affiche. Donc, je laisse de côté le débat sur, effectivement, le fait que non. Donc, c'est uniquement le comportement, la morale, l'éducation. Est-ce qu'il était obligé de l'afficher? Moi, quand je vous dis dès le départ qu'il prend du plaisir à dominer, à humilier, à faire mal, je n'avais même pas ça en tête. Je suis arrivé à cette conclusion sur la base d'autres aspects. Quand vous prenez 2016, Sassou Nguesso a voulu monumentalement humilier Mokoko. Il a voulu l'humilier. Quand vous prenez 97, Sassou Nguesso a voulu humilier Lissouba. Il a voulu l'humilier pour dire que, ben, qui t'a autorisé en quelque sorte, disons, à prendre mon pouvoir? Qui t'a autorisé? Donc, il veut humilier. Vous connaissez les termes, hein? C'est un génocideur, ben, il multiplie. Ben, voilà. Non, je peux en multiplier Christian à cet égard-là. Il prend du plaisir à l'humiliation des gens. C'est-à-dire que tu ne peux être proche de lui que si tu admets effectivement, disons, que lui il est en tête et que je dois... Et c'est ce que ces courtisans, c'est-à-dire l'élite de Brazzaville, disons, fait. C'est ce que l'élite de Brazzaville fait. Ils ont compris que ce monsieur est fragile, que tu peux gagner beaucoup effectivement en te soumettant. Donc ils le font. Ils le font parce qu'ils se disent, il est fragile, il est complexé, il est frustré, il aime dominer, il aime humilier, donc je m'humilie et puis ben voilà, j'ai le cadeau. C'est ce qu'ils font. C'est dans sa nature. Un individu normalement constitué, Christian, je dis bien un individu normalement constitué,
serait gêné. Il serait gêné pour dire, mais enfin, c'est quoi cette affaire? Vous savez, une petite anecdote. Son prédécesseur, le président Lissouba, c'est un cas parmi tant d'autres. Je ne sais pas si ça a changé au Congo. Mais moi, je me rappelle, quand on était, bon, enfin, quand Sassou Nguesso revenait d'un voyage, tous les grands services publics de la capitale devaient avoir des représentants à l'aéroport pour effectivement l'accueillir. Donc, c'était pratiquement chaque fois arrêter le fonctionnement normal pour aller l'accueillir. Quand le président du Soudan arrive au pouvoir, le phénomène s'arrête. Il y a des conseillers qui disent, mais l'autre le faisait, il dit non, je ne vois pas quel est l'intérêt. Il multiplie pour dire non, mais monsieur le président, ben, même si on peut vous comprendre, mais c'est encore, disons, dans la tête des Congolais. Un chef, c'est celui auprès de qui les gens viennent effectivement, en quelque sorte, se prosterner. Il dit non, il faut arrêter ça. Qu'est-ce qui fait que Sassou Nguesso, depuis qu'il est là, c'est-à-dire qu'il prend du plaisir, c'est-à-dire qu'il ne compte pas, effectivement, le poids économique de ses gestes, les gens laissent les services publics pour venir à l'aéroport l'attendre. C'est quoi, ici? Si ce n'est pas la faiblesse, si ce n'est pas la fragilité. Oui. Donc, lui, il ne peut pas parce que effectivement, il est comme ça, fragile, frustré, complexé. Il a besoin de temps en temps dire que c'est moi le chef. Vous voyez, Monsieur Attias, le mari de l'ex-épouse à Sarkozy, quand Sassou Nguesso l'invite au milieu des années 2010, 2011, 2012, comme ça, je ne me rappelle plus très bien. Voilà. Quand il arrive, voilà, c'est un publicitaire. Hein, il lui dit bon, oui, ben, je sais que vous, il faut qu'on dise que vous êtes le chef. Sassou Nguesso sourit, c'est-à-dire ça lui fait plaisir. Mais ce n'est pas rien, lui-même l'avoue, puisque vous avez posé la question. Sassou Nguesso le dit lui-même, disons dans un numéro du Figaro, du journal Le Figaro, du 11 mai 2000. Il est interviewé par un journaliste du Figaro. Qu'est-ce qu'il dit? En Afrique, il faut que le chef ait des grands pouvoirs pour que les citoyens ne soient pas désemparés. Je le cite, c'est lui qui le dit. En Afrique, il faut qu'un chef ait des grands pouvoirs pour que les citoyens ne soient pas désemparés. En fait, c'est lui qui est désemparé, il renverse les situations, mais les citoyens peuvent se passer de toi. Oui. Donc, en fait, il résume chaque fois ce qui réussit, lui, c'est en fait de démontrer ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire de la même façon que pour les élections, la présidentielle donc, de 2021, de 2026, dans l'excès, dans les incongruités, il réussit à démontrer qu'il n'a pas gagné. Oui. Il réussit à démontrer, c'est-à-dire qu'ils font tout pour qu'effectivement, mais ils en font tellement, de façon incohérente, incongrue, de façon exagérée, que finalement, ce qui réussit, c'est le contraire de ce qu'il voulait démontrer. Et là, dans cette réponse qu'il donne au Figaro du 11 mai 2000, il démontre qu'en fait, s'il n'a pas de grand pouvoir, si les gens ne viennent pas effectivement, disons, se prosterner devant lui, c'est lui qui est désemparé. Voilà. Donc, chaque fois, il réussit à démontrer, vous voyez, c'est aussi intelligent, entre guillemets, en fait, c'est aussi bête que ça. Voilà. Il réussit à démontrer lui-même ce qu'il aime en le collant toujours aux autres. Voilà donc effectivement la réponse. Alors, professeur Félix Bakoundampélé, on va revenir sur l'élection, la récente, bien entendu, mais en s'intéressant évidemment à ces candidats, les 6 candidats qui ont pris part à cette élection, bon, nombreux ont mis en avant l'argument comme quoi la chaise vide ne paye pas. Bon, après, une question aujourd'hui qu'on peut retourner, si la chaise occupée paye, mais là, on a bien l'impression qu'on refait les mêmes choses. Et comme vous le disiez d'ailleurs dans votre article de 2021, on refait les mêmes choses avec les résultats et des chiffres de tout, les chocs, les pleurs, rires et bêtises. Mais curieusement, on a vu ces candidats qui sont allés, qui ont pris part à cette élection en l'état, puisqu'ils savaient que bon, le processus était déjà vicié. Ça, ils le savaient. Tous les Congolais le savent. Même le petit enfant qui vient de naître au Congo le sait. Ils sont quand même allés. Et bien curieusement, à la suite de ces résultats, non, ils sont quand même, j'allais dire, ils ont, bon, permettez-moi le terme, se touper, de faire quand même recours à la Cour constitutionnelle pour dire que non, il y a eu tricherie, il faut peut-être revoir tout cela. Quelle analyse faites-vous de cette participation de ces Congolais? Est-ce se dire que c'est des gens peut-être qui croyaient qu'ils pouvaient aussi, bon, ça on peut leur concéder, changer les choses pendant le scrutin, ou peut-être contester les résultats et que ça pouvait marcher, ou c'est des gens qui savent ce qu'ils font, peut-être des partenaires du pouvoir.
et qui y vont parce que derrière, c'est devenu, comme qui dirait, un fonds de commerce. Merci pour la question, Christian Perrin. Je vais essayer de répondre, mais pour ceux qui voudront en savoir un peu plus, j'ai fait au moins 2 papiers. Il y a un qui date de 2012, je pense bien, oui. Ben, c'était intitulé Couvre-feu illimité sur la politique. Et puis là, donc, tout juste au lendemain de ce qui était attendu, quand effectivement sur les réseaux sociaux, je tombe sur une interview de monsieur, comment est-ce qu'on l'appelle déjà, de monsieur Darmafoula, qui est interviewé parce qu'il est allé présenter sa requête auprès de la Cour constitutionnelle ben, sur ma page Facebook. Donc, il y a 2 semaines à peu près, j'ai fait un petit papier, un petit billet qui est intitulé du blanchiment électoral au blanchiment du régime despotique, 2 points, tout ça pour ça. J'explique donc. Bon, sur le premier papier, ce que j'expliquais, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un système que, disons, M. Jean-François Bayard, qui est un politologue français, appelait la politique du ventre. Et je disais que le système économique est à plat. Il n'existe plus qu'un système, disons, au Congo, c'est ce que j'appelle donc, disons, les entreprises économiques. C'est-à-dire que certains hommes politiques comprenant que, ben, en fait, voilà, il n'y a plus rien à faire. Pour avoir de l'argent, pour avoir des moyens, ben, il faut, ben, voilà. Donc, effectivement, ils ouvrent des entreprises, disons, politiques qui sont en réalité des entreprises économiques. Oui. Donc, j'expliquais, d'une part, le pouvoir a besoin de faux candidats pour effectivement légitimer, disons, son système, et ces faux candidats qui ont également besoin de la dictature pour avoir des moyens. Donc, chacun trouve son compte. C'est la première En hypothèse. sorte, Oui, les partenaires de cette dictature, c'est ça. mais bien entendu, c'est un marché. Sassou Nguesso a besoin effectivement des gens qui se prennent pour des acteurs politiques, qui sont en fait des acteurs économiques, c'est-à-dire des profiteurs. Et ces acteurs économiques ont besoin effectivement de la dictature parce qu'ils se disent que ben, en faisant le jeu du pouvoir, on peut... Donc c'est tout un marché. J'expliquais effectivement dans ce papier, la Cour fait illimité sur la politique que des gens peuvent retrouver effectivement sur les réseaux sociaux. Et là, quand effectivement, M. Darmafoula, qui sait que 1 mois avant, effectivement, la phase électorale, les médias, tout le monde a dit la même chose pour dire voilà comment ça va se passer, tout. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se présente quand même. Et quand, effectivement, on lui donne ce petit cadeau de 1, quelques, il pousse le bouchon plus loin jusqu'à, c'est-à-dire qu'il ne blanchit pas seulement l'élection, il blanchit également le système politique pour dire que c'est un système démocratique, parce que quand tu vas te présenter auprès de la Cour constitutionnelle, c'est pour dire que ben, nous sommes dans un état de droit. Et d'ailleurs, il le dit. Voilà. Et nous sommes dans un état de droit, donc je vais jusqu'au bout. Donc, il légitime également, il ne légitime pas seulement l'élection, il ne blanchit pas seulement l'élection, il blanchit également le système politique de Sassou Nguesso, alors que depuis longtemps, tout le monde dit, moi-même, vous m'avez interrogé à plusieurs reprises, pour dire qu'il n'y a pas une cour constitutionnelle au Congo-Brazzaville. Voilà. Nous avons là un organe du parti, un organe qui est au service de Sassou Nguesso. Ça, tout le monde le sait. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Le cas le plus illustratif, c'était donc celui de 2015, c'est-à-dire avec le fameux avis du 27 septembre 2015. Donc, je ne reviens pas sur le détail, tout le monde connaît. Et puis, avec Kolela, ben, disons en 2021, sa mort. Donc, tous sont au service de Sassou Nguesso. Donc, que fait M. Darmafoula? Donc, voilà. Ça, c'est un aspect pour dire que c'est uniquement des gens qui sont dans des affaires, qui se présentent pour des hommes politiques. De la même façon que Sassou Nguesso, qui est un gangster, se présente pour un homme politique, c'est-à-dire donc il est maquillant un homme politique pour se faire des sous, des gens. Parce que, ne nous trompons pas, disons mon cher Christian, hein, les défauts, les pathologies de Sassou Nguesso se sont généralisées dans notre pays. Quand nous parlons, nous essayons de faire le point, nous sommes, selon effectivement les mentalités dominantes au Congo, nous sommes à côté de la plaque. Ça, c'est moi qui vous le dis. Moi, je suis lucide. Je suis lucide. Plus de 3 décennies, disons, d'une gangrène comme celle-là à la tête de l'État, ça affecte les différentes couches de la société. Donc, les gens se disent, mais enfin, mais on cherche quoi? C'est les moyens, c'est tout. Donc c'est ça. Donc, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect qui peut l'expliquer, Christian.
C'est par là que j'ai commencé quand on a commencé l'interview. Si vous vous trompez sur la nature du régime politique, mais vous vous trompez également sur l'activité que vous menez. Je le dis toujours, Christian, les campagnes électorales, c'est dans un système démocratique. Les campagnes électorales, c'est dans un système démocratique. Un de vos collègues, un de vos homologues, tout juste avant la présidentielle de 2021, vous l'avez reçu il n'y a pas longtemps, M. Mingwa, était venu 2 semaines avant la présidentielle de 2021, était venu chez moi. Il avait quitté Paris, il est venu pour me rencontrer. Moi, je venais d'ailleurs, je lui avais fixé rendez-vous pour dire, je serai chez moi, disons, pendant cette période, il est descendu. Il m'a posé exactement la même question. Chaise vide ou pas? Et moi, je lui avais expliqué ceci. Cher Mingwa, je ne peux pas soutenir que la chaise vide soit la solution. Parce que de toute façon, ça aura toujours des gens à qui il donnera un peu d'argent pour se présenter. Mais je ne peux pas non plus soutenir qu'il faut se présenter uniquement pour se présenter. Où est donc la solution? Et dans le papier que j'ai signé il y a 2 semaines, effectivement sur ma page Facebook, qui est intitulée du blanchiment électoral au blanchiment, disons, du régime despotique, tout ça pour ça, j'ai développé. Donc, je dis ceci exactement. Mais quand on voit tout ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on se dit, il faut pousser le dictateur, le criminel à la bêtise. C'est-à-dire que vous n'allez pas pour mener une campagne normale. Et je ne cesse de dire, c'est un problème dans ce pays si les gens pensent que c'est par l'alternance démocratique qu'on s'en sortira. Ça ne viendra jamais. Vous voyez, donc là, le culot, disons, de ces gens-là. Quand nous avons dit qu'ils sont déjà en train de préparer la presse Sassou en disant, oui, le PST ne peut pas gagner, bien implanté, ils ont compris. Donc, si ces gens qui se disent entre eux-mêmes, qui sont autoproclamés des opposants, se disent que nous menons... Les Congolais sont fatigués, Christian, d'entendre des choses disant non, 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 on va faire ceci, on va faire cela. Ils sont à côté de la plaque. L'objectif est ce que j'avais dit à votre confrère, donc M. Mingwa. Le seul objectif, le seul enjeu, la seule chose qui puisse mobiliser les Congolais, c'est de dire qu'il faut en finir avec Sassou Nguesso, pas par des programmes. Les programmes, c'est dans un contexte normal, c'est dans un contexte démocratique. Ils peuvent, disons, venir, mais même les Congolais sont fatigués, je ne suis pas sûr qu'ils les suivent. Et je conclue en disant ceci. Pourquoi, effectivement, les Congolais se sont mobilisés en 2016 de telle sorte que Sassou Nguesso n'a même pas eu besoin, cette fois-ci, d'amplifier la participation. Mais parce qu'ils se disaient que c'est un général contre un général. Oui. Ce n'était pas, disons, en raison de la campagne du programme M. Coco, c'est la réponse que j'avais donnée. Donc, vous voyez que là, effectivement, je ne peux pas dire que c'est un malentendu. Je ne peux pas dire que... Non, non, non. En ce qui concerne ceux qui sont présentés là, puisque nous sommes quand même à la 5e phase, je pense qu'ils ont fait un calcul mesquin qui ne tenait pas compte, disons, de l'idéal collectif. L'idéal collectif, ce n'est pas le programme, disons, de M. Damafoula, de M. Gavou, de M. Manongou. Ce n'est pas ça. L'idéal commun, c'est le retour de l'État, le retour du système démocratique, le retour de la dignité des Congolais. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, les Congolais peuvent entendre. Mais ils peuvent venir là dire que non, 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 je vais donner une maison à étage à tout Congolais. Les Congolais ne le suivront pas. Donc, vous voyez que, franchement, là, c'était la rigolade. Quand je disais qu'on peut plaquer la même chose, mais on peut le plaquer. C'est-à-dire que c'était vraiment une présidentielle, disons, pour les rires, pour les pleurs et tout, mais vraiment pas pour ce qu'attendent les Congolais. Voilà donc ce que je peux dire à ce propos. Oui, mais professeur, vous venez de dire tout à l'heure, l'idéal commun des Congolais, c'est le retour de l'État, de la démocratie, de la dignité, voilà. Mais comment y parvenir? Parce que c'est ça la question. On ne pourra rien faire, Christian, sans que les Congolais ne soient intéressés et ne participent. On ne pourra jamais rien. On ne pourra jamais rien. Donc, je ne cesse de dire, de toute façon, Christian, prenons les plus récents. Ça s'est passé comment au Burkina Faso le 31 octobre 2014. Ce n'est pas les opposants burkinabés qui ont renversé, disons, Compaoré, le dictateur Compaoré. Ce n'est pas les opposants. C'est les Burkinabés qui se sont soulevés. C'est les Burkinabés qui se sont soulevés, mon cher Christian. Que les gens ne disent pas n'importe quoi.
quand je vois le discours des politiques, de ceux qu'on appelle l'opposition chrétienne, quand je vois quel est le discours qu'ils font, c'est le discours classique pour dire nous, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc, ouais, quand je dis que nous sommes dans un grand malentendu, c'est ça, Christian. Hein? Je vous dis ceci, Christian. Je n'ai jamais été derrière un homme politique congolais. Je sais, Christian, que demain, si après Sassou, il y a un qui arrive pour dire, ben oui, non, 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 Christian, je vous dis très sincèrement ce que j'ai au fond de mon cœur. Il faut tout mettre à plat. Donc, il ne faut pas tricher. Il faut tout mettre à plat. Si on réunit 3, 4, 5, 10 personnes au Congo pour dire, finalement, faisons le point. Qu'est-ce que veut le Congo? Moi, j'ai toujours dit, quand on dit, premièrement, le bien-être, ce que veulent les Congolais, c'est pas comme partout. L'élection n'est qu'un mécanisme, Christian. Le but, ce n'est pas l'élection. L'élection n'est qu'un mécanisme, c'est-à-dire un moyen. Ce que visent les Congolais et les citoyens, d'ailleurs, c'est le bien-être. Il faut un jour qu'on se dise, en fait, que veulent les Congolais? Et quand on dit, on détermine, on va dire, par exemple, disons, sur un petit cahier des charges, par exemple, de 10, 15, 20 points, on lui dit, ben voilà, c'est ça. Voilà ce que l'on veut. Le bien-être, ça se définit comme ça. Les grandes stratégies de l'avenir, c'est ça. On peut le réunir, on le fait et on fait appel, je pense vous l'avoir déjà dit, on fait appel pas seulement aux experts congolais, mais aux experts africains, même aux experts d'ailleurs. Une fois qu'on l'a défini, maintenant, on met les moyens. Et même quelqu'un t'a dit, on va élire éventuellement quelqu'un, parce que moi, je reviens pas sur la même chose, je ne suis pas, disons, pour le modèle présidentiel qu'on a là. Une fois qu'on a défini cela dans un cahier, on met les experts et les gens ne viennent que... Moi, je considère, disons, les candidats qui viennent avec des programmes comme des escrocs. Vous m'excusez, hein, c'est ce que je pense depuis très longtemps. Voilà, c'est des escrocs. Ils viennent uniquement pour escroquer des gens. Des Voilà. escrocs Ils viennent... politiques. Voilà, oui, Christian, mais qu'est-ce qu'ils viennent dire là que les Congolais ne savent pas? Est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il faut de l'eau, qu'il faut effectivement des routes, qu'il faut des hôpitaux, qu'il faut que l'éducation soit... Est-ce qu'on ne sait pas, Christian? Voilà. Donc, moi, pour moi, c'est des marchands, disons, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je ne suis sûr. Donc, pour moi, si effectivement, donc quand je les entends effectivement venir tenir des discours du genre, je ferai ceci, cela, je m'ennuie à mort, Christian. Je m'ennuie à mort. Parce que je sais que non, c'est de l'escroquerie qu'ils font. Donc, voilà pour résumer la réponse à votre Merci, question. professeur Félix Bakunda Pelé. On va terminer. Nous sommes à la fin, puisque l'heure nous tient également. Et on va terminer par cette question d'actualité internationale. Voilà la situation au Moyen-Orient. En fait, je parle du conflit en Iran, c'est-à-dire la coalition américano-israélienne contre l'Iran. Et nous sommes donc, depuis hier, ils ont pris la résolution d'un cessez-le-feu, mais qui semble être très fragile. Professeur, pensez-vous que ce cessez-le-feu peut tenir jusqu'à 7 jours? Sinon, quelle pourrait être la suite de cette situation-là? Cher Christian, combien de fois cette question a été posée? Si on prend rien que les 20 dernières années. Rien que les 20 dernières années. Moi, je suis la question du Moyen-Orient depuis principalement 82. 82, c'est l'année de ma licence en droit. Et disons, la France venait de perdre, je pense bien, 58 soldats dans une maison qui avait été effectivement là où ils vivaient, là où ils étaient installés, donc que le Hezbollah avait fait sauter. Les Américains, je pense, c'était 100 ou 200 comme ça. Bon, donc ça va. Et donc, depuis lors, je suis... Et, la question que vous posez, on l'a déjà entendue plusieurs fois. On dit oui, est-ce que, et puis chaque fois, ça reprend toujours. Oui, mais là, ils se sont quand même affrontés et, j'allais dire, le conflit était d'une grande intensité. Après, ils ont peut-être compris qu'il fallait arrêter avec les armes. La question, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à ce moment qui n'a pas été vécu pour que, effectivement, cette fois-ci, ça s'arrête? Et quand on inverse la situation, on se rend compte que c'est du même au même. Pourquoi ça ne peut pas s'arrêter? Christian, moi, je dis généralement pour comprendre une situation, il faut toujours prendre l'inverse de la question. Pourquoi ça a commencé? Et Christian, depuis 48.
Pourquoi ça a commencé? La situation d'Israël, la situation de la Palestine, la question, là par exemple au Liban, qui n'est qu'effectivement la question effectivement décentralisée parce que, ben, effectivement, on dit c'est le bras, disons, de l'Iran et tout, tout, tout. Donc, oui, la cause de départ est toujours là. La cause de départ qui est toujours là. Si on prend ça du côté d'Israël, est-ce que Israël, principalement le Premier ministre Netanyahou, a intérêt pour que ça s'arrête? Non, du tout. Donc, pour moi, ce n'est qu'une séquence. Et d'ailleurs, c'est la lecture que fait tout le monde, y compris les autorités américaines, y compris le vice-président américain. J'y défends, c'est ce qu'il dit, que c'est fragile. Et d'ailleurs, dans la journée, les autorités, disons, les gardiens de la révolution ont dit que nous bloquons encore, disons, le Le passage. détroit d'Ormuz, oui. Donc, je pense qu'on est là que devant une séquence parmi d'autres qui ont précédé, et ben, parce que la cause de départ, oui, Christian, voilà. On peut élargir un peu plus loin, dire, bon, Christian, oui, les Iraniens disent clairement qu'on ne peut pas nous empêcher, disons, l'enrichissement de l'uranium. Ils le disent clairement que c'est dans les conditions qu'ils ont posées. On ne peut pas nous l'empêcher. Et légalement, si je prends la méthode que je vous ai expliquée, on pouvait dire, bon, mais pourquoi effectivement l'Iran veut enrichir l'uranium? C'est parce qu'il s'est dit qu'Israël est également l'arme fatale. Et pourquoi on ne procéderait pas inversement? Pourquoi on ne retirerait pas effectivement à Israël l'arme fatale pour dire, bon, puisqu'on dit que c'est une arme défensive, on n'utilise jamais. C'est une arme défensive. Israël a l'arme, disons, l'arme fatale contre qui? Oui, contre qui? C'est pas la France, c'est pas les pays occidentaux qui ont effectivement cette arme qui vont aller s'attaquer à Israël. Israël, c'est par rapport justement à l'environnement. On peut bien dire, mais écoutez, on prend des dispositions de telle sorte qu'effectivement, l'Iran ne puisse pas avoir, effectivement, ne puisse pas continuer à enrichir l'uranium pour effectivement avoir l'arme, mais puisque, ben, effectivement, ils s'entêtent, eh ben, retirant effectivement cela à Israël, la question est résolue du jour au lendemain. Je pense. Oui. Donc, vous avez posé la question, ben, c'est quoi? Ben, écoutez, ma réponse est toute claire. Ce n'est qu'une séquence parmi des dizaines d'autres qu'on a connues par le passé, c'est-à-dire depuis 82 au moins que je suis. 80, c'est là où moi j'ai pris conscience. Mais on sait que la première guerre a quand même éclaté en 48. Voilà. Depuis, on est passé par bien d'autres. Hein, la guerre, disons, des 6 jours, donc effectivement en 67, en 73 également, ben, voilà, la guerre du Kippour, ça ne fait que se poursuivre, la 2006. Bon, donc, on peut réciter pour dire que, ben oui, il peut y avoir une différence d'intensité, mais au fond, c'est la même séquence qui se reproduit. Ça éclate au grand jour, ça arrête donc 48. Et effectivement, ça, c'était la guerre inaugurale. Depuis, il y en a eu d'autres, hein, donc 66, 73, 2006, etc. Bon, voilà. Donc, on est dans le lot ou dans la frénésie habituelle. C'est ce que je peux dire. Mais est-ce que, tel que nous sommes en train d'assister, finalement, les deux parties se sont radicalisées, vous l'avez même expliqué, est-ce qu'on pourrait arriver à une situation où finalement le plus fort chercherait probablement à faire disparaître le plus faible? Ben, ça fait penser à la phrase de l'autre qui a dit que ben, une civilisation va disparaître. Bon, bon, excusez Christian. Bon, c'est difficile de faire disparaître une civilisation. Rappelons quand même, bon, celui qui a plus de moyens parce qu'il a des soutiens, c'est Israël. Israël, c'est autour de 9 millions d'habitants. Hein, L'Iran, c'est autour de 90 millions d'habitants. 90 millions, oui. Alors, comment peut-on faire disparaître une civilisation de 90 000 âmes? Sans compter nombreux qui sont, disons, à l'étranger. On ne peut pas la faire disparaître. Donc, ça ne fera que des massacres Malheureusement. séquentiels. Mais la disparition, non, moi je ne pense pas que. D'ailleurs, un peu, si vous avez su ce qui s'est passé aux États-Unis, à la suite, effectivement, l'annonce, disons, de Trump, hein, on a parlé du recours à la. C'est du Trump, comme qui dirait. Voilà. C'est un peu, Voilà. voilà. Merci, professeur Félix Bakunda Pellé. En tout cas, ça a été un grand plaisir hein, de vous avoir sur notre plateau, surtout d'avoir répondu à ces questions. Je vous laisse les quelques secondes. Hein, certainement que vous avez une petite préoccupation, donc je n'ai pas eu l'inspiration de vous poser la question. Merci, Christian. La question essentielle reste quand même, disons,
les rendez-vous qui se multiplient, disons, au Congo et qui se ressemblent. Et curieusement, il y a toujours des personnes pour donner l'impression que ben, c'est du nouveau et que, ben, voilà, non. Donc là, c'est du déjà vécu. Voilà. Ce qui s'est passé au Congo, nous avons organisé Est-ce qu'il effectivement faut une intervention. attendre 2031 Mais encore? non, puisque c'est l'agenda de l'autre. C'est l'agenda de l'autre. Et c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut déconnecter de son agenda. Il faut déconnecter de son agenda. Puisque l'agenda qui se fixe, lui, il a déjà ses sbires qui iront faire ce que, disons, le lot de ceux qu'on a vus là va encore faire. Le La question, c'est... Camerounais Paul Biya, oui, peut-être. Tout à Il va fait. sur ce schéma. Voilà. Donc, Christian, la question que l'on pourrait poser pour voir effectivement en quoi, disons, ce que nos compatriotes se disent des opposants, en fait, la question que l'on pourrait se poser, c'est la suivante. Quelle est la valeur ajoutée dans leur choix de se présenter? Quelle est la valeur ajoutée? Alors que tout le monde savait que c'est comme ça. Même les médias internationaux n'en ont pas parlé. C'est-à-dire qu'ils ont fait le service minimum annoncé, parce que c'est leur travail. Mais moi, il y avait deux organes qui m'avaient dit, bon, ils sont, mais écoutez, monsieur mon candidat, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas eu un seul élément qui peut permettre de faire un commentaire ou une interview. Il n'y en avait pas, Christian, objectivement. Voilà. Donc, la question essentielle, c'est la suivante. Pourquoi ce cinéma? Parce que, premièrement, il y a des gens qui veulent se faire, disons, soyons clairs, soyons directs, qui veulent se faire des sous sur le dos des Congolais. Secondo, il y a des gens qui se méprennent sur la lecture. Et j'ai expliqué que quand on se trompe de diagnostic, on se trompe effectivement, disons, de médicaments. Voilà, on se trompe de thérapie. Donc, c'est clair net. Troisièmement, nous l'avons déjà dit par le passé, un régime despotique, un régime criminel ne s'efface pas par les urnes. Jamais par les urnes. Voilà. Donc, ceux qui parlent d'une alternance démocratique sont totalement à côté de la plaque. Et aujourd'hui, le PCT, disons, qui est dans ses stratégies, a compris que bon, le cheval est quand même dans la dernière ligne droite. Il faut déjà commencer à préparer les esprits pour effectivement les prochaines échéances après, après l'épuisement du cheval. Et ils sont en train de nous vendre effectivement une nouvelle stratégie. C'est celle qu'on a rappelée ici. Le PCT est le seul parti implanté, donc il ne peut que gagner. Et si effectivement les gens continuent avec ça, on est parti pour longtemps. Mais heureusement, je sais que le Congo, les Congolais n'ont rien à voir avec ceux qui nous ont fait ce cinéma le 15 mars dernier en disant qu'ils étaient capables effectivement de gagner par les urnes. Voilà. Avec ce qu'ils ont fait, ils ont démontré qu'ils n'allaient que pour blanchir l'élection de Sassou Nguesso, ils n'allaient que pour blanchir le système politique congolais, mais ils n'allaient pas dans l'idéal commun, dans l'idéal, disons, de l'ensemble, l'idéal démocratique. Et donc, de ce point de vue, je ne dirais pas que c'est une séance, disons, un rendez-vous manqué, puisque ce n'était pas un rendez-vous. Je dirais tout simplement qu'il s'agit là, effectivement, d'une nouvelle escroquerie. Et il faudra, à l'avenir, tenter de prendre des dispositions contre les prochains escrocs. Voilà, on a tout le temps de se préparer contre ces escrocs-là. Voilà. Voilà, comme quoi les Congolais connaissent désormais les escrocs, en fait, ceux qui Tout à abusent un fait. peu de leurs Voilà. problèmes, de Puisque leurs celui qui a malheurs. gagné, c'est Sassou Nguesso et qui l'ont aidé à gagner, disons, donnant une forme de crédibilité. Alors que même Sassou Nguesso lui-même n'en a pas besoin. Aujourd'hui, il y a des abonnés. Vous prenez M. Kinyom Kiambongo. Il est abonné depuis 2002. Si vous calculez les sous qu'il donne, si ça venait de lui. Mais c'est Si comme vous l'autre calculez. aussi, Angios, c'est comme ça qu'on l'appelle, Angios Ngambe. C'est Lui, dès qu'il a perçu son magot, et permettez-moi le terme, ben, il va s'asseoir, il ne bat même pas campagne parce que bon, il faut garder le peu qui reste et voilà, c'est comme devenu un ça. commerce. Voilà. C'est des Voilà, escrocs. donc au Congolais, vous connaissez désormais les escrocs. Merci, professeur. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes les C'est questions. moi qui vous remercie, cher Je Christian. vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. On prend rendez-vous pour la toute prochaine fois. Merci.